Sujet du moment, hein, toujours le même. Ce qui se passe en Europe. Ce qui se passe en Europe, et j'avais envie d'intituler cet entretien, je ne sais pas si je le ferai, mais la question c'est, est-ce que l'Europe peut se permettre une économie de guerre? Très bonne question. Alors, ça renvoie à beaucoup de choses. On est vraiment là, en ce moment, au moment même où nous parlons. Moi, j'ai appris ce matin que le chef d'état-major des armées roumaines et ses chefs d'armée allaient se rendre à Londres pour discuter, donc j'imagine, avec Keir Starmer, de la suite, on continue à faire battre les tambours de la guerre alors que pendant ce temps, les Américains sont en train de discuter des premiers pas d'un éventuel cessez-le-feu véritable ou en tout cas d'un apaisement de ce conflit pour des raisons qui ne sont pas forcément de pure bonté d'âme, hein, loin de là. Et justement, ça aussi, on pourra en parler. Mais je voudrais avoir votre analyse sur... Mais que fait donc l'Europe dans cette galère à prendre le contre-pied américain, j'allais dire au pire moment, même si elle le juge opportun. Et quand je dis l'Europe, c'est encore gentil, parce qu'elle est elle-même en train de se fracturer sur cette question. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et puis dans un deuxième point, on parlera peut-être du Moyen-Orient, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire. Ok, il faut se rappeler que l'Europe est le continent le plus polémogène de l'histoire de l'humanité, hein, c'est là qu'il y a le plus de batailles. Donc on a maintenant une carte qu'on peut trouver sur Internet, vous pourrez éventuellement la retrouver, l'insérer au montage, une carte de tous les sites de bataille connus sur la planète Terre, quoi. Il y en a évidemment pas beaucoup en Antarctique, ni au Groenland, où il y en a 2-3 quand même, ce qui fait, ni d'ailleurs même en Islande, ce qui fait que les Islandais jusqu'à récemment avaient encore une vieille loi qui leur donnait l'ordre de tuer tout Espagnol à vue. Voilà. Il y avait une vieille loi qui traînait en Islande, elle n'avait jamais été abrogée, elle a dû être abrogée dans les années 2000, qui permettait légalement, et qui même pas permettait, imposait de tuer tout Espagnol à vue, qui approchait l'Islande. Voilà. Bon, pourtant l'Islande aujourd'hui c'est pacifique, l'Islande aujourd'hui n'a même pas d'armée, donc bon. Mais même par habitant, parce que bon, bien sûr, il y a des sites de bataille en Chine, il y a des sites de bataille en Inde. Enfin, l'Inde n'a pas été unifiée rapidement, même s'il y avait eu Ashoka, etc. L'endroit qui a le plus de batailles, de sites de bataille par habitant, c'est clairement l'Europe, mais sans conteste, quoi. Il n'y a pas la moindre comparaison. Quand on voit la carte, on en voit pas mal en Asie, mais même par habitant, c'est un truc de fou, parce que l'Asie est beaucoup plus peuplée que l'Europe, et il y a plus de sites de bataille. Donc, et l'Asie est plus peuplée que l'Europe pour des raisons énergétiques. Le riz a une calorie par hectare plus grande, et donc on peut soutenir, quand on a une agriculture basée sur le riz, on peut soutenir des populations plus grandes, des densités de population plus grandes. Donc l'Inde et la Chine ont des densités de population très élevées, le Bangladesh est plus peuplé que la Russie, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et l'Europe, donc, ne peut pas s'empêcher de plonger le monde dans la guerre. C'est régulier, quoi. Les États-Unis l'avaient un peu calmé, à travers la guerre froide, etc., avec l'arme atomique aussi, enfin bon. Mais l'Europe a cette espèce de tendance naturelle à vouloir retomber et n'est pas encore consciente du fait que l'arme atomique semble exister, quoi. Autant les Japonais s'en sont pris 2 sur le coin de la tronche, et c'était que des bombes A. Mais là, on entend qui a la poésie sur LCI, qui dit qu'il faut bombarder Moscou. J'ai jamais entendu la bombe atomique être, H en plus évidemment, la bombe thermonucléaire, être aussi désinvoltement citée de l'histoire humaine, hein. Même au cœur de la guerre froide. Même quand on avait Curtis LeMay, qui était un cinglé fini, qui disait à la fin, s'il y a 10 Américains vivants et un Russe, on a gagné. Enfin, qui avait dit, même quand des mecs timbrés comme ça existaient, les plateaux télé disaient pas ça. On voyait pas sur ABC ou que sais-je des gens dire oui, très bonne idée. Allons ratiboiser Moscou. Oui, on était d'accord sur l'équilibre de la terreur, d'une certaine manière. On l'admettait, et on admettait surtout l'idée du nucléaire comme arme de pur non-emploi, en fait. C'est ça, même les pires faucons, quoi. Alors, il y a eu bien sûr le rôle énorme joué par le film de Kubrick, Dr. Folamour, qui a eu un rôle culturel majeur. Les présidents le regardaient, De Gaulle l'a vu. Enfin, ils se rendaient compte des conséquences, quoi. Sans parler des dispositifs de main morte que les Russes ont, et ils les ont encore aujourd'hui, et qui sont décrits dans Dr. Folamour. Donc on rappelle, pour notre audience, j'allais le dire. Dispositif de main morte, voilà, c'est un dispositif qui envoie une arme atomique automatiquement, même si les décisionnaires sont morts. Et en général, un vrai dispositif de main morte, comme le système périmètre des Russes, est un dispositif qui empoisonnera le ciel. Alors dans Dr. Folamour, c'est du cobaltorium, aujourd'hui c'est des trucs confidentiels, mais qui vraiment empoisonnerait le ciel et anéantirait 99,9% de la population. Donc c'est pas super. Donc bon, on est ultra désinvolte là-dessus.
Alors pourquoi? Parce que croit-on toujours que la Russie bluffe? Oui, enfin, faut être Est-ce très, qu'on très le clair. croit? Oui. Je pense que, à part les gens sans caractère, etc., ouais, vous parliez des attaques, etc. Quand on n'a jamais été attaqué, quand on est, je sais pas, le profit d'un Gabriel Attal, ou des gens sans colonne vertébrale, qui n'ont jamais connu le moindre antagonisme, qui n'ont pas connu d'antifragilité, qui n'ont jamais connu d'objection, de difficulté, d'épreuve. Bon, même 30% des Français qui votent Macron aujourd'hui, enfin, on voit qu'on les pousserait à faire n'importe quoi en les poussant un peu fort. Ils feront ce qu'on leur demandera. C'est ce que démontrent les expériences de conformité de H, l'expérience de Stanford, l'expérience de Milgram. Oui. Elles démontrent qu'il y a, alors l'expérience de H dit même que c'est 80% de la population qu'on peut faire, et Milgram aussi, 80% de la population à qui on peut faire n'importe quoi. Mais bon, c'est au moins un noyau dur de 30% de la population. Vous leur dites demain qu'il faudra se mettre une 7e dose, vous leur dites demain prends sa poutine, mets ton chauffage à 12 degrés, enfin, ils le feront. Ils le feront. Si l'autorité le dit, ils le feront. C'est des lemmings. Voilà. Et malheureusement, ceux-là, y croient pour de vrai. Maintenant, ceux qui leur disent que oui, Poutine est une menace imminente pour le monde, je pense qu'ils n'y croient pas, honnêtement. Par contre, ils voient bien que l'économie européenne est effondrée. Ouais. C'est l'Allemagne, l'économie européenne, on ne va pas se le cacher. Avec l'explosion du Nord Stream, dont 30% des 100 colonnes vertébrales croyaient vraiment que c'était la Russie qui l'avait faite, alors que Seymour Hersh, donc un des plus grands journalistes du monde, qui a révélé le massacre de My Lai, a bien confirmé que non, bien entendu, c'était les Américains, d'autant que Joe Biden avait dit oui, on pourra le faire. En coupant la jugulaire de l'Allemagne, et aujourd'hui, la Chine aussi a pénétré la fenêtre industrielle allemande avec ses véhicules. La Chine a rattrapé, ça y est, la Chine est positionnée aujourd'hui pour être compétitive sur le marché automobile, et en plus, l'Union européenne lui a ouvert grand les bras, donc l'industrie auto-allemande ne récupérera jamais, il faut être très clair, elle récupérera en partie, il y aura des Porsche fabriqués aux États-Unis, très bien, mais la gloire de l'industrie auto-allemande de la réunification, donc l'apogée de l'industrie allemande auto, à savoir voilà, 89-2009 pour simplifier, on retrouvera plus jamais ça. C'est à partir de la crise de 2008, l'industrie auto-allemande est déjà vers la fin, quoi. Et si on rajoute le fait d'avoir coupé le Nord Stream, ils reviendront plus jamais à cet état-là. Donc, d'autant qu'ils ne sont pas compétitifs en électrique. Mais on parle de la reprise de Nord Stream, de sa réparation, de l'organisation